j'avais prévu 40 secondes d'introduction, je vais réduire à 10 secondes. Voilà, donc merci d'être venu et de nous avoir proposé ce retour en fait, de réunion au Vatican que vous avez eu sur l'intelligence artificielle. Alors c'est pour nous important pour notre maison qui est un lieu d'ouverture et aussi un lieu de source de réflexion sur les thèmes et préoccupations du monde d'aujourd'hui. Nous sommes avec d'autres au cœur du pôle Paris-Saclay, lieu central en France d'université, de labos de recherche et d'innovation. Ce thème de l'intelligence artificielle peut faire peur, alors qu'il est déjà depuis des années dans nos vies de tous les jours, dans nos voitures, dans nos téléphones portables, dans nos ordinateurs, nos systèmes de transport, etc. Au-delà des aspects éthiques, pour nous, ici, dans une maison franciscaine, une question nous interpelle. En quoi cette intelligence peut-elle servir les plus démunis dans notre société? Sans plus attendre, M. Villani. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici, lieu dans lequel j'ai reçu un accueil extraordinaire quand vous m'avez fait faire cette passionnante visite. Je sais que c'est un lieu qui a énormément compté aussi pour David Sossol, mon attaché parlementaire, qui s'occupe d'instruire tous les dossiers sur lesquels je suis amené à travailler en circonscription. Et puis, c'est un lieu dont je sais qu'il a été le théâtre de nombreuses réflexions et débats sur des sujets qui mêlent des thèmes tels que le progrès, la spiritualité et tout ce qui peut réunir ceux qui se demandent quelle action mener, quel sens donner à son action dans un monde extrêmement changeant. Je vous ai proposé cette conférence effectivement de retour d'une séance de travail au Vatican. En fait, j'ai eu 2 séances de travail au Vatican qui se tenaient sur l'intelligence artificielle. L'une, c'était il y a 2 ans, dans le cadre de l'Académie pontificale, et c'était à cette occasion le thème d'un workshop, d'une séance d'un ensemble de travaux coordonné par Stanislas Dehaene, l'un de nos très grands spécialiste de sciences cognitives en France et lui aussi membre de l'Académie pontificale. Et puis, là, il y a quelques semaines, c'était une séance de travail organisée par le frère Sabourin, Salobir, le frère Salobir qui anime un groupe de réflexion optique technologie auprès du Saint-Père, et qui s'occupe d'instruire toutes sortes de dossiers en rapport sur l'interface entre spiritualité, théologie d'une part, technologie d'autre part. Ça se déroulait avec un auditoire très varié, assez unique en son genre, comprenant d'une part des frères franciscains et dominicains, dont certains qui avaient un rôle important dans l'organisation, l'administration du Vatican, mais aussi des intellectuels, des scientifiques, des membres de grands cabinets de conseil et des chefs d'entreprise, avec une partie qui était européenne, une partie qui était américaine. Les échanges étaient en français et en anglais, et c'était un auditoire un peu singulier, pour traiter un sujet qui est singulier aussi. Avec Éric Salobir, j'ai eu l'occasion de travailler en plusieurs occasions, à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, il a aussi accepté, son think tank a accepté de sponsoriser un événement qui se tenait ici aux Ulysses, les Power Games, dans lequel il y avait un côté d'engagement social pour préparer une manifestation sportive, très bel événement. Et on a eu des relations assez suivies dans le cadre de la mission intelligence artificielle que m'a confié le gouvernement, sur lesquelles il s'agissait de traiter aussi bien des aspects de compétitivité et d'efficacité et de la compétition de la France et de l'Europe
dans le monde que des questions d'éthique, de justice, d'inclusion, et exactement la question que vous posiez, comment faire en sorte que ces nouvelles technologies, dont certaines sont déjà parmi nous, servent à l'inclusion au service des plus démunis. Voir les deux discussions à 2 ans d'intervalle était très instructif. Il y avait une évolution très sensible des discours et des points d'intérêt. Entre-temps, évidemment, j'étais plus aguerri parce qu'il y avait eu tout le travail que j'avais pu faire dans le cadre de la mission gouvernementale, dans le cadre de la structuration de la recherche avec les collègues, mais aussi j'ai pu voir que le sujet et la façon dont on prenait le débat avaient évolué pour plusieurs raisons. Première raison de cette évolution, c'est la différence de contexte mondial et géopolitique. L'intelligence artificielle, il y a 2 ans encore, c'était un sujet dont les gouvernements étaient en train de s'emparer. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose que les gouvernements voient comme une urgence absolue dans un contexte extrêmement compétitif, avec un acteur qui pèse sur tout le domaine et qui monte à une vitesse vertigineuse dans cette lutte pour l'innovation technologique, la Chine. Un des investisseurs vedettes, venture capitaliste comme on dit, ou capital risqueur selon le mot français, qui était là et qui est lui-même fondateur d'une des plus grandes entreprises du numérique dans la Silicon Valley, me disait: un investisseur dans le domaine aujourd'hui qui veut faire de l'argent, si vous me permettez l'expression, va miser les 2 tiers de sa mise en Chine et le tiers qui reste aux États-Unis. L'Europe n'existe plus dans l'affaire, tout comme, et le niveau de financement que la Chine arrive à mettre sur le sujet est juste en dehors de ce monde. Récemment, l'Île-de-France a annoncé un concours doté d'une 20aine de millions d'euros pour financer, pour motiver des nouvelles innovations en Île-de-France sur l'intelligence artificielle. À peu près dans le même temps, la métropole chinoise de Tianjin annonçait un investissement pour les années à venir qui se cumulait à 15 milliards de dollars. Il ne s'agit juste pas de la même catégorie. On peut dire, oui, mais c'est un sujet où il faut être aussi intelligent, malin, éthique, certes. Alors, ce qui est acceptable ou pas entre le monde occidental et le monde de la Chine est extrêmement variable. Et les programmes de surveillance et de contrôle massif de la sécurité qui ont été mis en place, qui sont en train d'être mis en place par la Chine, sont des choses pour lesquelles on peut trouver des justifications et des argumentaires, mais qui ne seraient jamais acceptées dans notre société, de même que dans aucun autre pays européen, vu la notion de surveillance de l'État par rapport à cela. Un autre exemple de cette croissance chinoise, c'est une statistique qu'on m'a rapportée il y a quelques semaines dans une autre conférence, concernant l'entreprise qui tient le haut du pavé en Chine en matière d'intelligence artificielle au service de l'éducation, et qui est passée en 1 an de 10 à 1000 employés. Dans le temps où nous sommes en train encore, en France et en Europe, de recenser quelles sont les bonnes idées en matière d'éducation, quelles sont les start-up. Voyez aussi comment, du côté de la Chine par rapport à l'Europe, le débat est différent par rapport à l'application de l'éducation. On y reviendra, mais les outils d'éducation, via l'intelligence artificielle, sont encore brinque-ballants. Ils n'ont pas fait la preuve de leur efficacité, il y a des tests. Pour l'instant, à l'échelle mondiale, les pays qui ont mis leur éducation à l'heure du numérique ont vu globalement leur niveau d'éducation baisser. C'était la conséquence d'une étude, c'était la conclusion majeure d'une étude de l'OCDE il y a quelques années, parce que c'est juste dur de trouver le bon mix d'éducation. Mais ça, c'est ce qu'on voit du côté de l'OCDE, le monde occidental. Regardez du côté de la Chine, sur le milliard, quelques milliards d'habitants, il y en a toute une partie qui n'a jamais eu accès à une éducation de qualité.
le débat n'est pas le même. Il ne s'agit pas de casser potentiellement ce qui ne marche pas, il s'agit aussi de donner une chance à toute une partie de la population qui ne l'avait pas eu, et les risques, même si les risques ne sont pas du tout du même ordre. Un troisième exemple pour les exemples, j'en ai mis assez, mais disons que dans ce grand jeu international, la presse économique, commentant le match, est en train, depuis quelque temps, de mettre en scène une sorte de nouvelle guerre froide qui se serait installée entre d'un côté les États-Unis, de l'autre la Chine, et où les uns et les autres cherchent leurs alliés. Et le discours américain étant, chers collègues européens, nous avons tant en commun, allions-nous contre la montée de l'Orient. J'ai entendu texto de la part d'une collègue américaine experte en intelligence artificielle, il faut qu'on s'allie pour contrer la Chine. Et d'un autre côté, l'Europe qui se dit, c'est peut-être pas forcément le bon plan de se remettre dans une guerre froide entre deux blocs. On a connu ça par le passé, on n'était pas spécialement heureux. On a envie de chercher une souveraineté à l'échelle européenne, une neutralité, fondée aussi sur un code éthique qui est plus exigeant que ce qu'on trouve aux États-Unis ou dans les pays orientaux, dans certains pays orientaux. Et on voit aussi que d'autres pays se mettent là-dedans en disant, nous aussi, on veut bien développer les choses de façon plus respectueuse. Des pays aussi variés que le Canada ou le Japon se sont déjà mis dans la course en cherchant des alliances privilégiées avec les pays européens. Ça, c'est pour le contexte international, et franchement, en 2 ans, il y a eu une évolution majeure par rapport à ça. Deuxième évolution que j'ai pu constater, c'est la volonté des différents États de se doter d'un plan et d'une stratégie. Il y a 2 ans, on n'y était pas, ou quelques pays avaient des embryons de stratégie. Maintenant, tout le monde cherche à avoir sa stratégie et à voir comment se développer de façon harmonieuse et ambitieuse là-dedans. Des stratégies comme celle qu'on a mise au point en France, qui est la 2e en Europe après celle de la Grande-Bretagne, mais qui vient d'être suivie par la stratégie allemande et la stratégie européenne, sont en train de se multiplier. Elles s'inspirent toutes les unes des autres, on est en échange les uns avec les autres. J'étais à Nuremberg il y a quelques jours précisément pour voir sur le terrain comment était déclinée la stratégie allemande et prendre le pouls. Et j'en suis revenu avec la conviction que la coopération n'allait pas être si facile. Sur le papier et dans les déclarations d'intention, elle est là, mais en pratique, quand il s'agit de développer des choses ensemble, ça va demander tout un travail d'acculturation, de connaissances mutuelles qui va devoir se dérouler, se faire dans la durée. En tout cas, les stratégies sont là et elles essayent d'aborder tous les domaines. Le rapport que j'avais coordonné en particulier avec une équipe remarquable, tout à l'heure vous évoquiez le fait que nous sommes au cœur dans le grand projet Paris-Saclay, et l'un des chercheurs de Paris-Saclay, travaillant à l'école polytechnique, Marc Schönauer, a joué un rôle déterminant dans mon équipe pour pousser le rapport. Lui est un expert qui connaît le sujet techniquement bien plus profondément que moi, et ça fait des décennies littéralement qu'il travaille sur le sujet. Et il fait partie de ces nombreux experts très qualifiés, très remarqués à l'international, qui sont l'un des atouts majeurs de la France dans cette compétition. La stratégie qu'on avait développée travaillait justement à comment renforcer, tirer parti de la recherche, qui est certainement notre point le plus fort là-dedans, en développant les liens entre la recherche et l'industrie, en définissant des secteurs de R&D prioritaires, en travaillant sur la façon dont l'État coordonne des bases de données qui permettront aux algorithmes de développer leurs activités, leurs usages, mais également comment travailler sur l'inclusion dans l'intelligence artificielle, aussi bien avec les applications qui permettront d'informer mieux, de mieux incorporer, que dans le fait qu'on veut que tout le monde y participe. C'est un sujet qui, pour l'instant, est réservé à un petit segment de la population, dans lequel nous avons peu de diversité d'origine et un déficit en femmes qui est insupportable. Au niveau de l'inclusion, il y a beaucoup à faire.
mais aussi c'est un sujet qu'on veut appliquer au problème peut-être le plus inquiétant de notre époque, l'environnement, mais aussi c'est un sujet dans lequel qu'on veut aborder avec de l'éthique, avec une réflexion sur l'évolution des emplois, avec aussi une réflexion sur la formation, bien sûr. Tous ces aspects étaient présents, développés, mis en synergie, tout ce qu'on veut, et on retrouve ces différents aspects, même s'ils viennent avec des points d'éclairage différents, des points forts différents, dans la stratégie allemande ou dans la stratégie européenne. Donc ça, c'est la deuxième évolution. En 2 ans, les pays cherchent à se doter de stratégies, sont en train de les mettre en œuvre. Et la troisième évolution que j'ai pu constater sur ces 2 années, c'est le regard par rapport à l'impact de ces technologies sur notre société et l'inquiétude qui se fait plus aiguë sur ses conséquences. Alors, ici, il convient bien de ne pas se tromper d'ennemi, et je vais développer un petit peu. Le danger ou la première peur qui vient avec l'intelligence artificielle, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de jouer aux apprentis sorciers, à créer une intelligence qui va peut-être prendre son autonomie, être animée de mauvaises intentions à notre égard, nous dépasser par bien des côtés, provoquer un mouvement incontrôlable. Tout ça, il faut le dire très franchement, pour l'instant, c'est de la science-fiction, et pas davantage. Et les performances remarquables des meilleurs algorithmes, dont certains arrivent à détecter sur une image médicale un départ de cancer aussi efficacement et parfois plus efficacement qu'un médecin humain, dont certaines arrivent à conduire un véhicule comme si c'était un conducteur intelligent qui l'a manœuvré, dont certains algorithmes arrivent à trouver les solutions les plus malignes qui soient pour optimiser la consommation d'énergie dans un centre de calcul, ou la consommation, la façon de gérer un champ, ou la façon de construire un nouveau bâtiment. Tous ces algorithmes, ils reposent sur très peu d'intelligence au sens où on l'entend nous. Ils reposent sur beaucoup de traitements de données, beaucoup de statistiques, beaucoup de recherches de corrélation, de ressemblance, mais ils tiennent plus du réflexe que de la réflexion. Et ils arrivent parfois à trouver des solutions auxquelles nous n'aurions jamais pu penser par leur puissance. Le fait qu'ils calculent beaucoup plus et qu'ils peuvent explorer un nombre de configurations, ils ont tout leur temps, si on peut dire. Pour autant, même si c'est un processus créatif, ce n'est pas un processus élégant ou économe. Si vous me permettez le mot, c'est du bourrin. Et c'est pas d'une apparition d'une nouvelle conscience qu'il faut avoir peur. Ce dont il faut avoir peur, c'est le fait que ça puisse transformer certains modèles économiques, certains rapports dans la société, de bien des façons qui n'étaient pas prévues. Et il y a encore 2 ans, on disait, comme toute les technologies, c'est neutre et on pourra l'appliquer soit pour le bien, soit pour le mal. Ça dépendra de l'usage. Aujourd'hui, le discours a changé. On dit plus c'est neutre, on dit si on ne le régule pas, il va automatiquement entraîner des conséquences néfastes. Si vous voulez une analogie, on va la chercher dans une autre avancée technologique qu'on pouvait penser neutre il y a quelques années, mais qui a abouti à des complications considérables que quand vous êtes politique, vous prenez en pleine figure presque chaque jour. C'est la communication instantanée par réseaux sociaux, par transmission. Quand c'est arrivé, on s'est dit, chouette, on va pouvoir communiquer partout, discuter directement avec le prix Nobel qui est là-bas, sans barrière liée à l'administration ou à la hiérarchie. On va pouvoir faire progresser la connaissance tous ensemble. Et certes, on a vu des choses aussi belles que Wikipédia, ou que des tas de projets collaboratifs qui n'auraient pas pu voir le jour. Mais on a aussi vu des déferlements de haine, des réseaux sociaux engorgés de fake news, comme on les appelle. Quand vous lisez les commentaires qui viennent, par exemple, en ligne à la suite d'un article politique,
pouvez pas dire que c'est neutre. C'est à 95% au moins des messages de haine. Et on voit ici qu'il y a des biais qui sont arrivés et qu'on n'avait pas prévu la façon dont nous, humains, réagirions par rapport à cette technologie. Et avec l'intelligence artificielle, toute la question, elle est aussi de voir comment nous, on réagit en tant qu'individu, en tant que société. J'ai senti, d'autres ont pu sentir le vent tourner. À un moment, je me souviens, pour moi, c'était en 2017, quand j'assistais à la conférence TED à Vancouver, là, le grand rassemblement, si on veut, de gens qui aiment discuter de progrès, technologie, beaucoup de gens qui viennent de la Silicon Valley, beaucoup de politiques, des grands entrepreneurs, les Branson, Gates, tout ce que vous voulez. Et j'ai été frappé de voir combien dans les exposés, on entendait des appels à la méfiance. Méfiez-vous de votre smartphone, méfiez-vous des réseaux sociaux, ils ne sont pas neutres, ils cherchent à vous prendre du temps d'attention, ils cherchent à vous manipuler pour que vous participiez davantage au business, que vous achetiez davantage, que vous... bref, des distorsions économiques dans notre mode de vie qui se sont infiltrées à travers la technologie. Et maintenant, on le voit de façon très forte. C'est toujours un débat pour savoir si le vote sur le Brexit a été influencé ou pas par des manipulations sur les réseaux sociaux, mais c'est clair que les manipulations ont eu lieu. Disons, l'influence a eu lieu, c'est pas clair si ça a changé les choses de façon décisive, mais ça a eu lieu. C'est clair maintenant qu'un réseau mondialisé comme Facebook est techniquement capable de manipuler la vie politique d'un pays entier. Je ne dis pas qu'ils le font, je dis que techniquement, ils ont la capacité de le faire. Et sont arrivés tout un ensemble de dangers et d'évolutions qui sont beaucoup plus inquiétantes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a quelques années. Je vais mentionner aussi qu'il y a des réflexions de qualité qui se sont engagées pour contrer cet état de fait, pour être dans une démarche positive, et c'est précisément de ça qu'on discutait dans ce groupe de travail au Vatican pendant 2 jours, à travers diverses tables rondes. Quelles sont les bonnes pratiques? Qu'est-ce qu'il va y avoir de positif dans l'interaction entre biologie et intelligence artificielle, par exemple au plan thérapeutique? Quelles sont les bonnes façons de se préparer aux évolutions qui vont venir et comment enseigner à nos enfants la bonne façon de maîtriser, au moins d'en comprendre les enjeux de ces technologies, de savoir dans quel esprit ça fait, quels sont les points de vigilance, comment réformer nos cursus de médecine pour que nos médecins demain soient plus efficaces, nos centres de formation pour que les gens y apprennent à partager au mieux les compétences automatiques pour la machine, les compétences humaines pour l'humain. Bref, comment arriver à un partage des rôles harmonieux entre les uns et les autres. Comment organiser la discussion, le débat public autour de tous ces thèmes. Et parmi bien sûr, les choses que nous devons mettre en avant pour nous approprier les sujets, il y a tout simplement d'abord le fait d'en discuter le plus possible dans toutes sortes de contextes et avec des interlocuteurs variés, et le fait d'avoir le fait qu'il y ait eu côte à côte à Rome un entrepreneur milliardaire de la Silicon Valley avec des experts en théologie, en philosophie, des responsables d'organisations gouvernementales, c'est exactement le genre de dialogue qu'il nous faut, parce que si on voit ces différents mondes comme des affrontements, on va en souffrir. Et puis, lire, identifier, comme je vous disais, où sont les ennemis, mettre en place les institutions, s'inspirer les uns des autres. Ça m'a été demandé, bien sûr, de faire une présentation détaillée de la stratégie française, que les autres voient quels étaient les points d'inspiration, les points de vigilance. Un comité d'éthique national va être mis en place en France pour discuter des bonnes pratiques, de ce qui est acceptable ou pas. Des
ouvrages sont apparus qui vulgarisent très bien les enjeux et les réels dangers, en particulier l'ouvrage devenu déjà emblématique de Cathy O'Neill, une chercheuse et scientifique et activiste américaine, vient d'être traduit en français. La préface est de votre serviteur. Et c'est un ouvrage qui est à la fois très bien documenté, très expert, très technique et très politique, avec un parti pris, un regard qui est clairement à gauche, dans une vision de nécessairement aller vers plus d'inclusion. Et le sous-titre de son ouvrage, c'est comment le big data et les grands jeux de données et l'intelligence artificielle menacent la démocratie, quelque chose comme ça. Et donc un enjeu qui est un enjeu général, ça va être mon dernier mot. Ce sont des débats qu'il ne faut pas laisser aux experts. Ce sont des débats dans lesquels il faut que tout le monde se fasse son idée, son point de vue, grâce à la confrontation constructive. Voilà pour le propos liminaire, et je vous propose, sans plus attendre, de se lancer dans un échange de questions-réponses, dans laquelle vous pouvez aussi faire part de vos remarques, contributions de façon très libre. Oui, bonjour, Alain Répotier, je voulais juste vous poser une question concernant, justement, vous avez parlé des réseaux sociaux en particulier. Or aujourd'hui, l'origine de ces réseaux ainsi que les bases de données se trouvent toutes pratiquement aux États-Unis. Et j'aurais voulu savoir exactement ce que l'Europe prévoit pour essayer d'avoir une propre indépendance, parce que si on se projette sur les années futures, en fait, c'est ceux qui auront la maîtrise des bases de données et la maîtrise des moteurs d'inférence, donc la fabrication, la gestion de ces réseaux sociaux, qui maîtriseront finalement tous les éléments dont vous avez parlé dans vos propos liminaires. Très bien, excellente question. Continuons, je vais prendre quelques questions et je répondrai en bloc. Ici, monsieur, je vois aussi qu'il y a là-bas, derrière. La question, c'est comment s'inscrit l'écologie dans tout ce type de réflexion. Alors, j'ai pris pour le point un mauvais goût. J'ai quelques idées là-dessus, je vous les fais parvenir par mail. Réflexion sur l'écologie, absolument, on en parlera. Oui, ma question, elle porte sur le fait que ce qu'on observe avec les réseaux sociaux, mais je pense que ce sera la même chose avec l'IA, c'est est-ce qu'on ne fait pas trop confiance aux technologies ? Donc, est-ce que ce qui manque pas, c'est une éducation aux technologies, mais également de garder un certain bon sens. Est-ce que vous pouvez nous conseiller une œuvre littéraire et cinématographique de référence parlant de l'intelligence artificielle ? Allez, une dernière question pour cette première salve. Merci. Bonsoir pour votre propos. Je voulais vous demander quel a été le sillage des foyers français de recherche il y a une quarantaine d'années. Je parle de Jean-Louis Laurière, Alain Collier, Grenoble, etc. On a déjà beaucoup travaillé avec ces gens-là dans le cadre de leur calcul. Quel a été le sillage de ces travaux? Toute question importante, et on voit tout de suite la variété de questions que suscite le sujet. Et aussi, vous avez noté que j'ai été attentif à ne pas donner de définition précise de l'intelligence artificielle, parce qu'il n'y a pas de définition précise. L'intelligence artificielle, c'est toutes sortes de techniques algorithmiques, informatisées, sophistiquées, qui permettent de traiter les sujets dépendant de beaucoup de paramètres, de les traiter de façon personnalisée, de façon évolutive, de façon subtile, nuancée. Une définition qu'on emploie parfois, c'est une technique qui permet de réaliser une tâche qu'on aurait cru réservée aux êtres intelligents, comme de conduire une voiture ou jouer aux échecs.
Et on voit aussi que c'est subjectif. Un des grands pionniers de l'intelligence artificielle a dit « Dès que ça marche, on ne l'appelle plus intelligence artificielle ». C'est un peu osé aussi, mais c'est une façon de dire, par exemple, un outil auquel on s'est fait la traduction automatique, Google Translate, on met le texte, on regarde ce qui est proposé. C'est pas l'outil le plus perfectionné qui se trouve, mais c'est un outil qui fonctionne assez bien. Et on s'y est tellement habitué qu'on n'y pense même plus comme de quelque chose qu'on va appeler intelligence artificielle. Pourtant, la traduction, c'est bien quelque chose dont on pense au départ que ça demande de l'intelligence. Et c'est normal, compte tenu de ce caractère polymorphe de l'intelligence artificielle, que ça vienne s'inviter dans des questions très variées. Alors votre première question, elle a trait à ce qu'on va appeler la souveraineté, qui était l'un des trois mots-clés, je ne me souviens plus qui avait posé cette première question, oui, l'un des trois mots-clés que j'avais choisi dans mon discours de restitution de mission au président de la République. J'avais dit expérimentation, partage, souveraineté. Trois mots-clés dont chacun peut s'interpréter de plusieurs manières. Ici, ça peut être souveraineté de l'humain par rapport à la technologie, mais ça peut aussi être souveraineté entre pays ou entre continents. Et c'est vrai, la grande majorité des outils que nous utilisons en termes de réseau, de plateforme, outils de recherche, outils de partage, sont américains et utilisent des bases de données qui sont souvent basées aux États-Unis. Alors, il y a aussi les réseaux correspondants qui se trouvent sur le marché protégé chinois, qui a son propre Google, son propre Facebook, son propre Amazon, etc., et qui s'appelle les Alibaba, Baidu, Tencent et tout ça. Le simple fait que la Chine ait choisi de les développer de façon protégée montre bien à quel point il y a derrière ça un enjeu de souveraineté, qui est dans le fait d'abord que le contrôle de l'information est un contrôle stratégique clé, mais aussi que les données, vous les utilisez à plein de choses. Ça faisait partie des études réalisées aux États-Unis sur tout ce qu'on peut déduire de votre profil Facebook. Et par exemple, il suffit de quelques dizaines de clics pour déterminer avec très forte probabilité si on est face à un utilisateur noir ou blanc, qui vote démocrate ou républicain. Bref, des choses, une forme comme de flicage par le réseau qui peut se faire automatiquement. Il y a 20 ans, une célèbre caricature du New Yorker montrait un chien en train de taper sur son clavier devant Internet et disant sur Internet « Personne ne sait que vous êtes un chien ». Et 20 ans plus tard, la caricature a évolué. On voit le chien qui regarde l'écran avec sidération et dit « Comment ils ont deviné que j'étais un chien ?» Et oui, le discours a complètement changé. C'était l'ouverture anonyme. Maintenant, c'est le flicage qui vient vous connaître mieux que vous-même et qui vient cibler votre personnalité et tout ça. Donc c'est dans ces réseaux sociaux, dans ces bases de données, il y a énormément d'informations stratégiques et bien sûr c'est un enjeu de savoir où c'est. Alors l'Europe a compris que c'était un enjeu et a compris aussi que c'était difficile d'y répondre. Il y a quelque temps a été lancé le projet franco-allemand de Google européen qui s'appelait Quaero. Ça a été un échec retentissant. Il y a un peu moins longtemps a été lancé le projet de cloud souverain, comme on l'appelait, où on a confié à des gens intelligents, des grands patrons polytechniciens, et ce que vous voulez, le soin de construire à partir de belles entreprises un cloud souverain qui serait du 100% français. Ça a été un échec retentissant, ça a dû coûter presque un demi-milliard, et on a compris à ce moment-là, et douloureusement, que ça ne se décrète pas. Et c'est pas juste une infrastructure, ce genre de choses, le cloud, le réseau social. C'est une activité commerciale, économique. Et le Google, il a appris aussi, il a un savoir-faire dans la négociation de contrats avec un paquet d'entreprises qui lui permet de faire beaucoup mieux que n'importe quel concurrent qui arriverait. L'hébergeur de cloud Amazon, il a appris à faire
à donner une qualité de service, un paquet de clients, une qualité de sécurité et tout ça, qu'aucun acteur européen n'a encore. En gros, on a un acteur de cloud européen qui se hisse petit à petit dans la cour des grands, c'est le français OVH. Et ça fait partie de la stratégie française que de le développer avec des complications. Par exemple, des complications issues du droit de la concurrence. Pour l'instant, nous n'avons pas, dans un appel d'offres public, les moyens légaux de préférer un acteur européen à un acteur américain. Les Américains le font depuis 80 ans. Sur un appel d'offres public, ils donnent préférence à l'acteur américain. C'est dans la loi. Les Chinois, je ne vous fais même pas un dessin. Mais pour l'Europe, on a une forme d'angélisme, si je puis dire, plutôt de naïveté, qui fait qu'on ne joue pas à armes égales et qu'on s'impose des règles qu'on est les seuls à suivre. Et il va s'agir d'être, par rapport à ça, assez carré sur ce qu'on veut, tout en restant fier et sans compromission par rapport à nos valeurs, par rapport au fait qu'on est le continent avec les régulations les plus dures par rapport à la manipulation, par rapport à la gestion de fichiers, par rapport à l'usage des données, et qu'on entend bien garder ce niveau d'exigence, mais pour autant, dans ce contexte, il faut aussi développer préférentiellement nos acteurs européens en matière d'économie, en matière d'infrastructure. L'Europe va se doter de moyens de calcul européens qui seront partagés, qui pour l'instant, on a un gros retard qui se compte en dizaines de milliards de dollars d'infrastructures par rapport à l'Amérique. Et il y a une agence européenne qui a été créée, qui s'appelle EuroHPC, pour le calcul à haute performance, High Performance Computation, ou quelque chose comme ça, et qui, quand on le voit comme ça, on se dit, malheur, construction technocratique surgissant du rien comme ça, mais en fait ça a été bien pensé, et l'agence est appelée à se développer en s'appuyant sur les forces nationales des uns et des autres. Les Français sont très impliqués dans cette agence en construction qui permettra de donner aussi des moyens de calcul. Donc effectivement, cette souveraineté, elle se traduit aussi à la fin par la souveraineté physique. Où les données sont stockées, dans quel serveur et quelles sont les entreprises qui font cet hébergement. Cette notion de domaine virtuel qui se traduit par des réalités physiques, on la retrouve aussi sur le volet écologique. Et vous avez raison d'insister sur l'importance qu'il a. Je crois que le rapport que j'ai coordonné était parmi les grands rapports stratégiques pour telle et telle nation, le premier qui donnait autant d'importance au volet écologique. On lui a consacré un chapitre spécifique aussi, et on a recommandé qu'il soit dans les secteurs industriels de l'intelligence artificielle développés en priorité par la France. Je ne dois pas vous cacher que des 4 secteurs qu'on a identifiés comme prioritaires pour le développement industriel en IA, c'est celui qui a le plus de mal à démarrer dans la vision nationale, je dirais. Les autres étant la défense, la santé et la mobilité, sans ordre particulier. Et pourquoi ça a du mal à se mettre en place du côté de l'environnement? Parce que c'est pas l'expertise technologique et pas ce sur quoi s'est construit le ministère de l'Environnement, pas ce sur quoi sont construits les grands débats de l'environnement, ou quand ça l'était, c'était plutôt dans une attitude de défiance, par exemple dans le débat sur le nucléaire, mais jamais on s'est demandé, au niveau national, qu'est-ce que la numérisation et l'algorithmique peut apporter en gain à nos agriculteurs, à nos gardes forestiers, à la gestion de notre patrimoine, à l'identification d'épidémies et de maladies en milieu naturel, à l'évaluation de la biodiversité, au lancement de signaux d'alerte ici et là. Et pour gérer des écosystèmes fragiles, pour aider à la bonne gestion générale, on aura besoin. Il y a quelques semaines, j'étais à Mayotte dans le cadre du plan éducation mathématique
et avec des rencontres avec pas mal d'acteurs institutionnels et d'éducation mahoraise. Et j'ai été absolument bluffé par la qualité de la nature qu'on trouve. C'est juste stupéfiant de se dire qu'en France on a barrières de corail, tortues géantes, lémuriens, forêt tropicale, tout ce que vous voulez, et absolument effrayé par la fragilité que ça a et le fait que c'était menacé par des cultures illégales, occupations non déclarées, incendies tous les jours pour les pratiques agricoles de court terme. Et il paraît clair que ce genre de situation devra être préservé aussi avec des technologies adaptées, avec mise en place de repérage par drone, aide à la décision, tout ce que vous voulez. Et il y a déjà des entreprises qui ont commencé à se positionner par rapport à ça. L'intelligence artificielle peut aussi faire des choses aussi variées que aider la puissance publique à déterminer où sont les meilleurs endroits pour implanter des panneaux solaires en fonction de l'orientation, en fonction de la situation, ou encore aider les agriculteurs à prévoir en fonction de la météo, en fonction de c'est le meilleur moment pour faire la moisson, à optimiser les consommations en énergie, éviter l'usage d'énergie fossile, tout ce que vous voulez. D'un autre côté, donc ça c'est tout ce que l'IA peut faire au service de l'écologie. D'un autre côté, l'IA c'est aussi de gros calculs, gros consommateurs d'énergie. C'est un secteur, les batteries, les ordinateurs, qui est très polluant. Réalisation qui consomme des matériaux non renouvelables, des terres rares. Pour certains des métaux rares qui sont très utilisés dans les écrans tactiles, dans diverses technologies, on a des réserves prouvées mondiales de l'ordre de la quinzaine d'années, pas davantage. La très grosse majorité de la production des terres rares, vous savez, en Chine bien sûr, semblerait qu'il y ait des gisements du côté japonais, mais ça va demander du temps avant l'exploitation. Mais on voit ici qu'il y a aussi tout un côté développement économique qui s'avère compliqué. Et on voit aussi combien l'affaire est complexe. On pourrait se dire, bon, avec tout ça, on va freiner le développement des gros calculs ici en Europe et se reposer plutôt sur la puissance de calcul des autres continents. Et bien, si on fait ça, notre économie va se retrouver plombée par rapport aux économies américaines ou asiatiques, où leurs produits seront plus compétitifs. Nos entreprises voudront faire des partenariats avec leurs entreprises high-tech plutôt que nos entreprises. Et vous voyez une possible catastrophe économique qui se dessine et qui ne sera pas bonne sur le plan social. Tout ce qui est mauvais sur le plan social se retrouve mauvais à la fin sur le plan écologique. D'ailleurs, on le voit de façon extrêmement violente en ce moment dans le débat public national. Et donc on voit qu'il faut penser à tout. Si on croit qu'on peut séparer l'enjeu environnemental des autres enjeux économiques et sociaux, on se trompe lourdement. Et donc, il va falloir travailler sur tout à la fois des labels de production aussi respectueuses que possible, du développement durable, des filières de recyclage, de la sobriété autant que possible dans le design des appareils, la recherche de nouvelles façons d'organiser les calculs, et économie d'énergie, par exemple. On a des méthodes, des centres de calcul qui sont extrêmement consommateurs d'énergie, mais on peut optimiser la consommation d'énergie, on peut les mettre dans des endroits où il fait spontanément très froid, on peut les installer en Islande, on peut utiliser une partie de l'énergie qu'ils produisent pour chauffer des bâtiments, on peut aussi les coupler à des systèmes de production d'énergie renouvelable de sorte que le bilan global énergétique soit équilibré. Bref, il y a des solutions, mais ça impose de penser à toute la chaîne. Et c'est pour ça aussi que la puissance publique a tant de mal à s'en emparer. Est-ce qu'on fait trop confiance aux technologies? Oui, à coup sûr. Mais il y a un effet, le facteur wow, comme on dit. Nouvelle technologie, elle est attirante, on veut jouer avec, elle est optimisée pour. Et puis, l'office parlementaire scientifique. C'est la question des technologies d'équipement médical. Médecine,
quand vous voulez mettre un nouveau médicament sur le marché, vous avez une procédure à suivre qui est un vrai parcours du combattant. Des années de développement, d'études, de contestation, tout ce que vous voulez, c'est un processus extraordinairement rigoureux. Certains disent trop rigoureux, et le monde dit que certains des médicaments qui ont été mis sur le marché dans le temps et qui se sont révélés très efficaces n'auraient pas d'autorisation. D'un autre côté, il y a encore des molécules dangereuses qui passent à travers les mailles du filet, donc il faut être prudent quand on dit ça. Mais en tout cas, un processus qui est globalement très rigoureux. Et de l'autre côté, les équipements médicaux, de la technologie, des contrôles extrêmement laxistes, des organismes de certification qui ont des processus variables. Ça a été prouvé il y a quelques années qu'on peut prendre le contrôle de certains pacemakers. Vous imaginez le genre de truc que ça peut faire. Qu'il y a un paquet d'équipements d'aide qui sont juste pas au niveau. Il y a quelques temps, j'ai rencontré une entrepreneuse qui s'appelle Vivienne Ming, qui nous racontait comment, pour s'occuper améliorer le quotidien de son fils diabétique, elle avait hacké tous les dispositifs existants sur le marché d'appareils qui aident au contrôle de l'insuline. D'abord, avait réussi à tous les pirater, et ensuite avait conclu qu'ils n'étaient pas très bons et qu'il y avait mieux à faire et qu'il avait bricolé le sien qui était plus efficace. Bon. Et donc, vous voyez là à quel point le processus de contrôle de la technologie dans le domaine médical est beaucoup moins rigoureux que le processus de contrôle de la chimie. Sur la confiance aux technologies, il y a une question ici de ce qu'on leur donne, ce qu'on leur confie et qui c'est quoi. Alors, il y a un vieux débat par rapport à la technologie qui est celui de la qualité d'expertise qu'on perd quand arrive une nouvelle techno, qu'est-ce qu'on lui donne. Et de façon, dans l'histoire, si on veut, de l'humanité et de la philosophie, le débat, l'instance la plus célèbre de ce débat, c'est pour la généralisation de l'écriture, pour lesquels c'est ça qui fait la différence, si on veut, entre Socrate et Platon. Sur Socrate, on est sur l'entièrement oral, et à Platon, c'est de l'écrit, beaucoup de l'écrit. L'écriture était connue très longtemps avant, bien sûr, mais c'est comme la cristallisation dont on parlait, la généralisation, elle s'est faite seulement à cette époque-là, pour diverses raisons. Et Socrate, dans certains des récits qui nous sont parvenus, met en garde contre l'écriture, en disant que, en se reposant sur l'écriture, on va perdre de la mémoire, on va perdre du sens critique, il y aura des malentendus qui se feront, on va perdre un apprentissage solide, parce que, au lieu d'apprendre les choses par soi-même, on va les apprendre par l'écrit, en faisant confiance. Toute la grande partie, bien sûr, de doctrine socratique, c'était il faut apprendre les choses par soi-même, se connaître soi-même, et ainsi de suite. Dans un sens, il avait raison. Dans l'autre sens, l'écriture a permis des réalisations qui n'auraient jamais été possibles. Mais il ne fait pas de doute que notre mémoire est ridicule comparée à celle des artistes de l'Antiquité grecque qui apprenaient par cœur sans aucun support écrit. Et il ne fait pas de doute qu'il y a quantité de malentendus que l'écrit et plus encore les réseaux sociaux nous ont apportés. Donc il y a un débat général par rapport à l'arrivée de nouvelles technologies dans lequel il faut arriver, je dirais, même quand on est en confiance, en ayant une bonne conscience de ce qu'on perd et de ce qu'on gagne. J'ajouterai une anecdote. Pendant sur la mission intelligence artificielle, une des tables rondes qu'on avait organisées, c'était avec des représentants de divers courants, en particulier religieux. Et sur ces questions de technologie, le grand rabbin Haïm Korsia, je suis sûr que certains d'entre vous le connaissent, pas loin d'ici, à l'école polytechnique, il anime régulièrement des séminaires avec les élèves polytechniciens. Et il avait dit, on a un avantage dans le judaïsme sur les autres, c'est que le Shabbat nous impose une journée sans technologie. Et pendant cette journée, une journée par semaine, on est face à nous-mêmes, avec notre humanité, on réfléchit,
Et on se retrouve en un certain sens. Et il pensait que c'était un vrai avantage sur la durée par rapport à l'acquisition de la technologie. Œuvre cinématographique ou littéraire parlant d'intelligence artificielle. Œuvre cinématographique, il y a d'abord, bien sûr, l'œuvre emblématique pour le pire et le meilleur, 2001, l'Odyssée de l'espace. Pour le meilleur, parce que c'est une très belle œuvre, visionnaire, ésotérique. Pour certains, c'est un film obscur et pédant, mais pour d'autres, c'est l'un des plus grands films de science-fiction qui ont jamais été faits. Mais en tout cas, un film extraordinairement ambitieux. Avec le fameux robot, HAL, enfin l'ordinateur, qui tente de prendre le contrôle et qui a ce côté sombre, justement, que ça a pesé sur l'imaginaire collectif pendant les décennies qui ont suivi. Le robot qui va venir prendre le contrôle de son créateur, qui va s'opposer à lui, comme le monstre de Frankenstein, et ainsi de suite. Ça, c'est l'œuvre emblématique et qui, clairement, est encore une référence très présente. L'un des ouvrages de référence en matière d'intelligence artificielle, paru il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, d'un nommé Shanahan, qui s'appelle la théorie de la singularité ou quelque chose comme ça. Le titre est mauvais, mais l'ouvrage est bon. Et cet ouvrage présenté sur sa couverture, c'était couverture noire avec des trucs écrits et puis un disque rouge en plein milieu. Et quand on voit ça, il y a clairement une allusion à ce voyant rouge qui représente HAL dans 2001 l'Odyssée de l'espace avec la voix désincarnée. Donc maintenant, une œuvre plus récente, on va dire, plus en phase avec des vrais enjeux, je recommande le film Her, qui est sorti il y a quelques années, dans lequel un humain tombe amoureux de son assistant virtuel, l'équivalent d'un Siri ou d'un chatbot qui lui donne des conseils, qui est très perfectionné, et c'est vraiment de l'amour que le personnage humain éprouve pour ce logiciel. Et bon, après, le film a sa part de délire, sa part de choses qui ne sont pas réalistes, mais sur la problématique, c'est important. Et c'est un truc qui est bien plus actuel qu'on pourrait le penser. Par exemple, et ma collègue, une de mes collègues, le nom m'échappe à l'instant, pourtant je connais qu'elle, qui est très branchée sur les questions d'éthique en intelligence artificielle, dénonce régulièrement ce genre d'exemple. Vous avez au Japon le genre de logiciel et d'assistant qui prend la forme de la voix d'une charmante jeune femme. C'est plutôt charmante jeune femme pour les messieurs, même s'il y a aussi le pendant, et qui s'occupe, une sorte de fée clochette, qui s'occupe d'envoyer des messages, envoyer des SMS, mettre des petits mots. Vous imaginez le profil célibataire malheureux en amour qui a besoin d'être consolé et qui, alors qu'il est au travail, reçoit un petit SMS de sa chose lui disant rentre vite mon chéri, je t'attends, ou plutôt sera le mieux, et ah là là je pense à toi, etc. Qui envoie un petit mot gentil pendant la journée. Et ce truc, il y a un marché pour ça qui est important dans une société où on estime que presque 30% des jeunes ne vont pas se marier pour diverses raisons au Japon. Il y a un marché et un danger où on se dit pour l'instant juste on est en train de perdre de notre humanité et de se tromper d'engagement. Œuvre littéraire il y a une œuvre qui est sortie il n'y a pas longtemps qui s'appelle EVA, qui parle d'une sorte de grand projet. C'est un roman qui parle d'une sorte de grand projet d'apprentissage automatique, service d'une intelligence artificielle, dont le scénario est assez original et en phase avec les vraies problématiques actuelles.
Maintenant, il y avait la question sur ce qui est devenu l'école historique d'intelligence artificielle française. Oui, Excuse-moi de te couper, je voudrais citer un autre livre vas-y, oui. qui est paru il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Balade pour un bébé robot, écrit par un certain Cédric Villani. Merci David, c'est gentil. Alors, mon œuvre qui est une bande dessinée écrite avec le dessinateur Edmond Baudouin. Le titre est emprunté à une chanson de la chanteuse Béatrice Tekielski, active dans les années 70-80. C'est une rêverie de science-fiction qui se passe dans un futur lointain, sur une planète lointaine, habitée par des êtres mi-organiques, mi-silicium, si on veut, qui ont été créés à distance par l'humanité pour les servir. On appelle les robots, et qui ont toutes sortes de problématiques qui rappellent les interrogations des humains, aussi dans leur rapport les uns avec les autres, dans leurs concepts religieux et d'autres choses. Et c'est une œuvre qui m'est chère, on y trouve aussi pas mal de choses, il y a beaucoup de trucs mathématiques, beaucoup de chansons françaises et beaucoup de rêveries, disons. Merci. Alors, école française d'intelligence artificielle, oui, qui a été une grande école, des gens comme Maurer avec Prologue, et avec la grande époque de l'intelligence artificielle ontologique, comme on dit, celle qui cherche à comprendre au lieu de moissonner des données pour en tirer des corrélations et des statistiques. L'école a une descendance, et des gens comme quelqu'un comme Marc Schönauer, qui travaillait avec moi, a bien sûr été influencé par ces courants de pensée. Et il est clair pour moi que même si Prologue, le Lisp, ce genre de langage et de réflexion sont tombés en désuétude, les concepts qui sous-tendaient les systèmes experts, les algorithmes de l'époque, sont toujours présents et vont se réinviter à un moment ou à un autre de façon forte, parce qu'on ne peut pas croire qu'avec les corrélations, on va faire des systèmes qui sont vraiment malins et subtils. C'est pourquoi dans les réseaux qui sont en train de se former de chercheurs au niveau européen travaillant sur l'intelligence artificielle, il y a deux réseaux qui se dégagent, deux tendances, qui sont des réseaux différents, avec des parrains différents, mais qui sont en train de faire alliance. L'un qui est très orienté compétitivité, tâches, apprentissage automatique, grande base de données, et avec des gens comme Yann Lequin, Yoshua Benjo et d'autres. Et l'autre est beaucoup plus inclusif sur l'ensemble des différentes technologies existantes et dit attention, l'intelligence artificielle, c'est pas que des réseaux de neurones et de l'apprentissage, c'est aussi toutes sortes de choses qu'il ne faut surtout pas oublier. Voilà. Donc cet héritage vit toujours, même si pour l'instant, c'est pas lui qui occupe le haut du pavé dans les débats de la Silicon Valley. Allez, Je prends une autre série de questions. Allez David, je vais te laisser distribuer la parole. Pour l'instant, nous avons beaucoup de questions posées par des... J'en ai une là-bas après. Oui, la jambe masculine, pour l'instant, a été beaucoup plus efficace pour demander la parole que la jambe féminine. Il faut penser aux deux. Je fais avec ce que j'ai. Allez-y. Oui, je ne fais pas exception. Puisque vous avez parlé de Socrate et de Platon, j'aurais aimé savoir quelles sont les conséquences sur les méthodes d'éducation du développement de l'intelligence artificielle. J'essaie. Seulement, d'accord. Donc je reviens sur une interprétation de développement durable qui est le développement simplement qui dure, avec l'espoir que nos enfants et nos petits-enfants aient encore du travail et une vie sociale. Donc on a l'impression que l'humanité est en train de monter sur un tapis roulant accélérateur
que les premiers à monter dessus vont accélérer vraiment très fort et distancer déjà le deuxième et à plus forte raison le troisième. Et on constate que nous, en Europe, on n'est pas monté dessus encore, enfin pas avec un peu d'hésitation. Est-ce que... Quelle serait la stratégie, éventuellement, pour rattraper ce retard ou à la limite, pour couper les virages et puis atteindre un point de rendez-vous qui est un peu plus loin? Bonjour, donc en fait au cours de mes études je travaillais avec PSA sur les voitures autonomes. Avec PSA et on a fait notamment des études sur l'acceptation de ces voitures autonomes et il en ressortait qu'une partie de la population était très favorable à la voiture autonome et une autre très défavorable. Et en plus de ça, cette partie-là qui était plutôt très défavorable était aussi issue des classes plutôt défavorisées qui étaient en plus de ça défiantes envers les nouvelles technologies. Comment faire pour avancer avec l'IA sans mettre une partie de la population de côté? Bonsoir. Une question qui rejoint peut-être d'autres sur la population de l'éducation. Y a-t-il un plan pour le développement de l'intelligence humaine? Voilà. Notamment dans l'étude de ce qui est propre à l'intelligence humaine. Peut-être aussi un retour sur ce qui se passe dans l'éducation nationale, parce que on constate effectivement que le niveau baisse. Aujourd'hui, on a des ingénieurs qui arrivent sur le marché et qui ne connaissent pas la différence entre un périmètre et un diamètre. Non, c'est authentique, c'est authentique. C'est authentique. Ils connaissent les deux choses, ils ne connaissent pas les mots. Non, c'est vrai. Hein. C'est pas... Donc, voilà. Et excusez-moi, j'ai une remarque sur un autre sujet, complètement différent. Qu'est-ce qui empêche l'Europe de se doter d'une législation préférentielle? Personnellement, je trouve complètement incompréhensible qu'aujourd'hui, cette situation qu'on connaît bien depuis des années soit encore à l'état de réflexion apparemment. Très bien. Absolument, on va en parler. Encore deux. Oui, je voudrais rappeler qu'il y a 50 ans et quelques, à votre place, il y avait Louis Le Prince-Ringuet, on parlait sciences dures, aujourd'hui on parle sciences de la connaissance, je suis ici. Voilà. Et alors j'avais une question, vous avez évoqué les plans stratégiques anglais, français, allemands. Poirot était un projet franco-allemand, avec des limitations terribles liées aux différences culturelles déjà. Avec les limitations liées au fait qu'il y avait peu d'industriels et surtout des laboratoires académiques, comment voyez-vous la possibilité de dépasser ces différences culturelles pour arriver à travailler réellement ensemble et non pas un peu en compétition les uns contre les autres? Bonsoir. Vous avez mentionné que vous avez travaillé en collaboration avec pour réfléchir sur l'IA avec le Vatican. D'après vous, quel est le rôle, la responsabilité, éventuellement le pouvoir du Vatican, donc de l'Église catholique, sur la question de l'IA? Et est-ce que ça se limite seulement à l'aspect éthique ou est-ce que ça va plus loin? La progression de l'intelligence artificielle va réduire de beaucoup les activités, les métiers qu'on connaît actuellement. Qu'est-ce qui est prévu dans l'éducation nationale pour y faire face? Bonsoir, merci pour votre exposé déjà. Et j'aurais voulu savoir que au vu de l'avancée technologique concernant l'IA et qu'on n'est pas tous à égalité au niveau des nations pour les questions éthiques, est-ce que finalement on ne risque pas de se faire déborder par l'Est ou par l'Ouest et du coup les comités d'éthique n'auraient pas forcément de réelle utilité? Et au-delà de ça, est-ce que finalement la question de bien ou de mal dans quelque chose qui est déjà présent et qui évolue très très vite, est-ce qu'elle a un réel sens ou est-ce qu'on peut faire quelque chose? Merci.
Moi, je voudrais parler par rapport à la définition du mot même intelligence, qu'on a tout oublié au départ. Donc, un corollaire de monsieur. C'est-à-dire qu'effectivement, intelligence artificielle, on a des algorithmes et des puissances de calcul. Bon, on parle d'ordinateur quantique, c'est pareil, ça ira plus vite. Mais je ne suis pas sûr que ce soit ça l'intelligence, donc je ferai votre définition. Je pense aussi à des conférences de Stanislas Dehaene. Effectivement, est-ce que l'intelligence, c'est des réseaux neuronaux qui s'activent, ou c'est encore autre chose? Peut-être le Vatican a la réponse, je ne sais pas. Dernière question. L'évolution de l'humanité a toujours été basée sur l'interaction entre un humain et un autre humain, et donc sur ces choses qui sont fondamentales. On apprend à travers les autres, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque important que dans les propositions de l'intelligence artificielle, on amène l'humain à un comportement beaucoup trop identique les uns par rapport aux autres, oubliant la valeur de l'interaction entre deux humains, qui est la base même de la vie. Dernière question, et après on laisse répondre Cédric. Sur la définition donc, de l'intelligence en soi, qui soit artificielle, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est la capacité d'apprendre à apprendre? Donc, et si on admet donc ça comme une définition, que peut-on faire pour nos écoles, notre système éducatif, pour apprendre à nos enfants d'apprendre? Allez, dernière. Ah oui, non, et là je vois alors les questions posées par les femmes sont prioritaires. Juste une question. Quel est le rôle de la spiritualité dans l'intelligence artificielle? Je sais que vous travaillez beaucoup ici sur le dossier médical partagé. Comment vous coordonnez cette idée-là avec celle du secret médical qui lie un patient et son médecin dans ce cas? Très bien. Eh bien, ça en fait des questions, chers amis. Il y a une quinzaine de questions tout. Je vais essayer de répondre à un bon rythme et sans trop de digression, mais pour autant de répondre à tout. Et d'abord, intelligence artificielle et éducation, il y a deux sujets. Ça a été un peu abordé dans le rapport que j'ai coordonné pour l'éducation nationale sur l'enseignement mathématique. Il y a un sujet qui est comment l'IA peut aider à l'éducation en général, et un sujet qui est comment l'éducation peut aider à aborder l'intelligence artificielle. Pour l'IA aidant l'éducation, pour l'instant, il y a un paquet de pistes, beaucoup de start-up, de compagnies qui travaillent dans ce domaine, secteur qui est plus développé en Grande-Bretagne qu'en France, et dans le monde anglo-saxon en général qu'en France, mais pour l'instant, peu d'outils révolutionnaires, peu d'outils dont on puisse dire, ah, voilà, ça va vraiment changer les choses. Game changer, comme disent les gens qui veulent parler branché. Et c'est un domaine qui doit encore être testé. Pour ce qui est de l'éducation à l'intelligence artificielle, il y a d'une part la question de l'éducation à l'algorithmique, pour lequel nous avons obtenu de la part du ministère un arbitrage sur le fait que ça va être à terme en France enseigné dès un jeune âge, dès le CP, comme ça se fait déjà chez nos voisins anglais. Et que ça doit être orienté algorithmique, pas programmation, au sens où l'algorithmique c'est la partie abstraite, programmation c'est sa mise en œuvre. Les deux vont de pair aussi, parce que quand vous programmez, vous progressez en algorithmique bien sûr, mais c'est bien de commencer par une initiation à des questions algorithmiques et de bien se rappeler qu'aujourd'hui, tout à l'heure on parlait des ingénieurs, nos ingénieurs
en France sont plutôt meilleurs que les autres par rapport à cette question-là, mais globalement, on a des problèmes par rapport à la question de l'abstraction dans la programmation et la structuration. Et dans le monde qui va à toute allure, les compétences de programmation ont tendance à se décaler vers la culture du patch, comme on dit, où il faut réparer les bugs, et quand le programme arrive, et encore une fois, on répare encore, sans se demander s'il ne faut pas tout revoir, la façon dont c'est organisé, les architectures de données et tout ça. Donc, éducation avec éducation à l'algorithmique. Et aussi, il y a besoin, et ça c'est dur à mettre en œuvre, le ministre est aussi engagé dans cette voie-là, d'un cours généraliste dans lequel on donne des éléments de culture numérique. Il faut dire, en algorithme, ça fonctionne comme ceci et comme cela. Attention à tel ou tel usage de vos données, tel ou tel usage de bon ou mauvais usage des réseaux sociaux, et qui sait quoi, incorporé dans un enseignement généraliste de sciences. Développement durable. Oui, développement durable, c'est aussi durabilité des processus économiques et sociaux, et justement à peu d'intervalles, j'ai pu voir, il y avait le workshop au Vatican, et 2 semaines avant, dans une configuration assez semblable en fait, il y avait un workshop qui se tenait à San Francisco à l'invitation de Al Gore et son équipe, sauf que, si vous voulez, les prêtres étaient remplacés par les organisations non gouvernementales sur le développement durable, et les questions étaient surtout économiques en la matière. Comment avoir le bon équilibre, compétitivité sociale, des entreprises qui puissent faire leur transition en restant efficaces sans se lancer dans des grands plans de licenciement, et comment se fait l'adoption dans un domaine qui est très expérimental. Et l'adoption de l'intelligence artificielle dans les entreprises, en général, ça se fait par des allers-retours entre équipe informatique et équipe métier, correspondant aux métiers déjà en place, où l'expérience des uns et des autres doit se marier. Donc il y avait tout un enjeu de processus humain à identifier au service de ces bonnes pratiques qui permettent de garder les entreprises tout en les approchant de façon humaine. Pour rattraper le retard, d'abord, il y a un emballement mondial qui est inquiétant. Tout à l'heure, je parlais aussi des questions financières. Globalement, à l'échelle mondiale, on peut penser qu'il y a juste trop d'argent sur ce sujet, avec un effet de mode et une compétition qui délire. Il est possible qu'il y ait un phénomène de retour de boomerang et que les financements chutent à un moment où on se mettra à développer d'autres aspects, mais l'ampleur de la compétition est inquiétante. Et c'est un sujet sur lequel la solution viendra de plans étatiques, européens, mais la solution ne viendra pas s'il n'y a pas aussi des valeurs telles que le désir de progrès harmonieux, patriotisme, c'est un mot qui est en train de revenir dans l'entrepreneuriat dont on a besoin, qu'on peut interpréter dans une acception continentale aussi maintenant, mais disons, il y a encore 10 ans, on pouvait dire le but de la start-up, c'est de croître jusqu'au point où on va se faire racheter par le grand groupe international avec un paquet d'argent à la clé, il faut pouvoir se relancer dans notre aventure. Et on pouvait dire, ça participe à ce que le flux d'idées se passe aussi chez nous, à ce qu'on soit dans la course, voilà. Mais après avoir tâté de ça pendant des années et des années, on voit maintenant que ça participe aussi à la fin à la concentration au service des plus gros, qui rachètent, et que si on n'a pas cette notion de développer l'économie locale, on s'en sortira pas. Je me souviens, il y a quelques jours, il y a 2 semaines peut-être au Japon, un entrepreneur qui lui travaillait pour une très grande français travaillant pour une très grande entreprise japonaise d'industrie disait il faut se mettre dans la tête
que aujourd'hui, 21e siècle, quand on fait une start-up, c'est pas pour faire de l'argent, c'est pour changer le monde et pour le progrès de sa société. Et là, il y a un discours qui est important de rappeler dans un monde où on a pu à un moment faire trop confiance aux indicateurs financiers. Alors, c'est un mouvement global, si on veut. Les notions de, par exemple, la notion de progrès, c'était un mot qu'on évitait d'employer dans les cours, dans les cours d'économie pour se lancer dans le business. On préférait la croissance, on préférait des indicateurs quantifiés objectifs. Progrès, c'est pas objectif. Mais maintenant qu'on se dit que la croissance, c'est pas forcément le Graal et que de toute façon, c'est pas durable en soi, on commence à reparler de progrès. Et donc, tout ça pour dire que le retard à la question européenne doit se prendre de façon ambitieuse, mais sans panique, et avec des choses immatérielles aussi, pas seulement des choses matérielles mises sur la table. Expérimentation, vous parliez des véhicules autonomes, du fait que l'adoption est toute une affaire. Oui, l'adoption, c'est toute une affaire. Les transitions qui sont en cours pour résoudre la mobilité de façon durable, actuellement, disons, le plan qui se dessine technologiquement, c'est la concomitance de 3 évolutions technologiques: carburant fossile remplacé par électrique, le deuxième, c'est véhicule humain remplacé par véhicule autonome, et la troisième, c'est voiture individuelle remplacée par voiture partagée. Et c'est les 3 ensemble qu'il convient de mettre en œuvre, avec des différences importantes de mise en œuvre en fonction du terrain, selon que c'est dans le rural, ou dans l'urbain, ou dans le périurbain. En gros, c'est 3 domaines délicats. Projet Paris-Saclay, on serait plutôt sur quelque chose de périurbain, on va dire, c'est ni urbain ni rural, et c'est pas les mêmes problématiques qu'un milieu urbain dans lequel on peut blinder de transport en commun, ni la même problématique que dans un milieu rural où les déplacements se passent dans un contexte beaucoup plus rare, etc. Donc il y a plein de dimensions, une dimension qui est l'appropriation par les pouvoirs publics, une dimension qui est l'appropriation par les citoyens aussi. Et comme vous le dites bien, il y a une défiance qui va venir aussi de ceux qui n'ont pas forcément le plus à craindre de la technologie, et qui vient aussi du manque de communication, du sentiment de rejet parfois. C'est aussi des problématiques que l'actualité nous rappelle très très cruellement, hein, parce que le mouvement Gilets jaunes, c'est une partie de la contestation violente organisée, une partie de la récupération politique, mais c'est aussi une partie de citoyens qui se sentent sincèrement mis sur le côté, écartés, méprisés par la société d'une façon ou d'une autre, et qu'on n'a pas, pour lequel, en tant que société, on n'a pas fait assez pour les garder dans la barque. Et c'est un problème auquel s'est heurté le Royaume-Uni de façon très forte, sinon le Brexit ne se serait pas produit. Et c'est un problème auquel s'est heurté les États-Unis de façon très forte, sinon Donald Trump n'aurait jamais été élu. Et il faut qu'on l'aborde. Alors, comment on pratique le faire? Ça va prendre du temps. Il va falloir parler, communiquer, aller voir les gens. J'ai essayé pendant la mission de tenir compte de ça, en particulier en programmant certaines de mes conférences dans des zones vraiment rurales, hein, au cœur de la Dordogne par exemple. J'ai fait un exposé sur l'intelligence artificielle, qu'est-ce que ça allait apporter, et même dans les endroits où il n'y a pas une start-up, où les gens n'ont pas eu ça comme préoccupation, je crois que c'est très important d'en parler et de mettre les gens en contact les uns avec les autres. Pour résoudre les problèmes humains, la seule recette qui marche, je crois, depuis des millénaires, c'est mettre les gens ensemble. Et faire en sorte qu'ils interagissent, qu'ils aient des intérêts communs, des références culturelles communes et tout ça. Et donc il va falloir travailler là-dessus. Ça va pas être simple. Dans les questions d'adoption technologique, hein, le facteur, c'est toujours le facteur humain qui est le plus délicat, pas le facteur technologique. Question sur l'Europe, législation préférentielle. Pourquoi l'Europe est incapable de se doter d'un outil de préférence tel que dans le programme de La République En Marche, c'était le Buy European Act, par parallélisme des formes avec le Buy American Act. C'est quelque chose qu'on a porté, c'est quelque chose auquel on croit. L'Europe,
sur cette question comme sur bien d'autres, est incapable de se mettre d'accord. On l'a vu, l'Europe est aussi incapable de se mettre d'accord sur la taxation des GAFA, ça vient d'échouer. L'Europe est incapable de se mettre d'accord sur la fiscalité générale. L'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord encore sur les questions de prestations sociales, comme on a des différentiels d'économie qui sont si importants d'un pays à l'autre, on peut concevoir que ça mette plus de temps. Mais sur ces questions liées à l'international, on devrait être beaucoup plus proactif. C'est vraiment une question d'arriver à s'entendre, se mettre d'accord et se faire confiance les uns les autres. Et la situation actuelle des traités européens, qui est fondée sur de la régulation plus que sur de la coordination, n'est pas du tout à la hauteur pour répondre à tout ça. Donc, je fais partie de ceux qui militent pour une Europe bien plus intégrée, avec aussi des transferts budgétaires, transferts de responsabilités. En gros, le budget européen, il est au 10e ou au 5e au moins de ce qu'il devrait être pour quelque chose d'efficace. Et comme on ne peut pas multiplier l'argent, ça veut dire qu'il faudra que certaines missions soient transférées de l'échelon national à l'échelon européen. Comme ça se fait dans l'État fédéral allemand, comme ça se fait dans l'État fédéral américain, comme ça se fait dans n'importe quelle construction coordonnée, qu'on l'appelle structure fédérale ou autre. Et ça ne va pas être simple et c'est comme un cercle vicieux. Vous ne faites pas confiance, alors c'est inefficace. Si c'est inefficace, alors vous ne faites pas confiance. Donc, sortir de là, ça va être compliqué. Les élections européennes à venir, elles vont être très difficiles. On fera, si je reprends ma casquette de politique quelques instants, on fera partie des mouvements qui seront les plus engagés par rapport à ça et qui auront aussi les plus gros enjeux, parce que le mouvement s'est construit en grande partie sur cette idée européenne. Vous parliez de Louis le Prince Ringuet, évolution sciences dures, sciences de la connaissance. Oui, c'est intéressant aussi comme le débat, c'est de transférer, si on veut, des sciences de la matière vers l'information. C'est une évolution dont on a compris au milieu du XXe siècle qu'elle allait se faire de façon très forte. Et quand on a fait l'évaluation des lois de bioéthique à l'Office parlementaire scientifique, on a constaté que les sujets qui nous posaient le plus de difficultés étaient ceux qui avaient accès à l'information. D'ailleurs, les sujets qui nous ont posé plus de difficultés au Parlement, les sujets qui demandaient une vraie réflexion par rapport aux évolutions législatives et tout ça, ce n'étaient pas les sujets qui ont été les plus mis en avant dans les débats publics dans la presse, procréation médicale assistée ou fin de vie ou des choses comme ça. Ce sont des sujets importants, mais des sujets pour lesquels les termes du débat n'ont guère évolué depuis la dernière loi de bioéthique 2011. En revanche, sur des questions telles que séquençage génomique, transfert d'informations entre médecins, entre patients, communication ou pas d'informations que le traitement algorithmique aurait pu mettre au jour sans que ce soit prévu, transmission d'informations sensibles, fichage, tout ça, là vraiment, on a eu du mal. D'ailleurs, on a dû annuler la conférence de presse qui était prévue pour la reporter, pour nous donner l'occasion de discuter plusieurs heures de plus entre parlementaires de ce qu'on allait permettre ou pas. Est-ce qu'on continue, par exemple, à interdire le séquençage génomique sans vocation thérapeutique? Il y a du pour, il y a du contre. On a décidé de recommander de continuer à l'interdire, même si ça a un côté hypocrite, parce que vous pouvez le faire en vous adressant sur Internet à une entreprise étrangère qui va le faire pour quelques dollars. Mais si vous l'autorisez, ça pose tout un ensemble de complications légales, administratives, pour lesquelles il faut que la société s'empare. Voilà. Tout ça, on avait, et ça fait partie de cet ensemble d'enjeux liés à la loi, liés à l'éthique, qui ont trait à la connaissance. Maintenant, France-Allemagne, comment les deux vont se connaître et quelles différences? Alors là, oui, c'est pas facile pour la France et l'Allemagne de travailler ensemble. Il y a des questions culturelles, il y a des valeurs culturelles communes, mais il y a aussi des différences culturelles. Et en termes d'organisation administrative, il y a des différences très fortes. En termes d'organisation politique aussi, bien sûr. Et on le voit, par exemple, le fait que ce soit organisé en land plutôt que centralisé, ça s'invite en tous les moments du débat. Le débat sur l'éducation nationale en Allemagne, c'est en premier, qu'est-ce qu'on va faire au niveau des Länder et comment
l'éducation n'est pas la même d'un land à l'autre, comment on va gérer ça, etc. etc. Et en matière d'économie, vous ne pouvez pas tout de suite, si un land fait quelque chose, un autre va dire nous aussi on veut notre part, etc. C'est une des raisons pour lesquelles la stratégie allemande est plus diffuse en termes de sites que la stratégie française. La stratégie française, après arbitrage, aide de jury international, elle se regroupe sur 4 sites. Paris, avec un sort spécial pour Paris-Saclay, Grenoble, Nice et Toulouse. Voilà. Stratégie allemande, c'est une quinzaine de sites répartis un peu partout, dans les différents lands. C'est une organisation différente de l'espace qui correspond à ça. Et puis, côté allemand, une stratégie qui est très pilotée par le ministère de la Recherche et le ministère de l'Industrie. Là, au côté français, c'est le ministère de la Recherche qui domine. Une stratégie française plus amont, une stratégie allemande plus aval. Des mises en œuvre qui sont assez différentes par bien des aspects, même s'il y a une base commune. Et de part et d'autre, gros efforts qu'il va falloir faire pour communiquer et être ensemble. Alors, là-dedans, c'est la suite de ma mission, disons, je cherche les alliés, j'avance le plus longtemps que possible, j'ai repéré quelques alliés dans les think tanks, quelques alliés au Parlement allemand, quelques alliés dans les ministères. Au gouvernement, il y a un allié très clair, c'est Peter Altmaier. Et voilà. Et puis après, c'est du travail de discussion qui va se faire dans la longue durée. Je veux bien m'investir dans votre affaire, mais dites-moi ce qu'il va faire, ça ne va pas être un échec comme Quaero, etc. Bon. Il y a sur le développement de l'intelligence humaine. Oui, tout le monde aimerait, on sent, le monde entier aimerait bien développer l'intelligence humaine et travailler sur l'éducation. Ça se pose dans certains pays de façon encore plus extraordinairement critique que nous. L'explosion démographique africaine en cours actuellement fait que là-bas le débat, c'est pas pour savoir si le CP c'est à 24 ou à 12, c'est savoir si c'est 120 ou 100 élèves par classe. Et dans une telle croissance que parfois c'est difficile de recruter des enseignants de français qui parlent vraiment le français, etc., etc. Très très compliqué l'éducation au niveau mondial. Sur l'intelligence, sur le programme de développement, il n'y a rien de plus dur que l'éducation, on va dire. Ça demande un tel mélange, un tel mix d'ingrédients dont certains sont tangibles et d'autres ne sont pas. Comment on attire, comment on entraîne l'adhésion, l'attention, la motivation, quel est le bon dosage entre le jeu et l'instruction, le bon dosage entre la manipulation et la théorie, qu'est-ce qu'il faut, quel équilibre entre ce qu'on apprend et ce qu'on découvre, c'est extraordinairement complexe. C'est une réflexion qu'on avait avec Yann Lequin, le grand pape français des réseaux neuronaux. Il n'y a rien de plus dur à aider à améliorer que l'éducation. Et c'est bien pour ça que nos enseignants, il faut les chérir, les choyer, les encourager, pour maintenant et pour le futur proche et peut-être le moyen terme. C'est avant tout sur la qualité de nos enseignants que reposera l'éducation. Et tout ce qui va après, les bons programmes, les bonnes méthodes, les bons logiciels, les bons clubs, ça viendra pour améliorer, mais c'est pas ça qui sauvera l'affaire. C'est vraiment le personnel humain qui sauvera l'affaire. Peut-être dans 30 ans, le débat se posera différemment, ou peut-être dans 20 ans. Mais là, tout de suite, ou au moins dans les 10 ans qui viennent, c'est vraiment une question de qualité humaine. Question sur, et puis j'ai parlé ici d'éducation nationale, oui. Est-ce que l'éthique va nous freiner par rapport à la compétition Est-Ouest? Est-ce que bien ou mal ont un sens dans ce contexte? Bien et mal, comme on sait, où vérité et mensonge sont abordés de façon assez différente dans différentes cultures. Sur cette question de est-ce qu'on doit mettre une part importante à l'éthique ou pas, on n'a juste pas le choix. Si on se lance dans un développement de ces outils technologiques sans les garde-fous, on court à la catastrophe, l'accident industriel, la perte de confiance, tout ce qu'on peut imaginer qui fera qu'en croyant vouloir aller plus vite, on se prendra les pieds dans le tapis et on devra après réparer les pots cassés pendant longtemps.
Donc on a juste pas le choix. Le règlement général de protection des données qui régit maintenant l'Union européenne, il y a quelques années encore était regardé avec moquerie par nos collègues américains. Maintenant ils ne rigolent plus. Il y a eu les scandales Facebook, il y a eu les grandes affaires d'espionnage comme Snowden, il y a eu les grands débats sur la vie privée, l'irruption de la technologie, le flicage qui sont en cours. Et vous avez plein de voix qui disent finalement l'Europe est en avance là-dessus, il faut faire attention à les écouter, on a sous-estimé le danger. Et des grandes entreprises américaines qui, en privé, disent de toute façon, on sait très bien s'organiser maintenant, et au moins les règles nous ont forcé à nous poser des questions de comment on traite les données et l'organisation logique. Et donc c'est bien. Il faut prendre garde, bien sûr, que ça ne freine pas le développement, en particulier des petits acteurs. S'ils ont une montagne de dossiers à remplir, 1 an avant d'avoir la réponse de la CNIL pour savoir si ce qu'ils vont faire est autorisé ou pas, plus des obligations, des contraintes qui sont impossibles pour eux à gérer en termes de ressources humaines, évidemment ça ne va pas aider. Mais bien sûr, il va s'agir de faire ça de façon flexible. Les règlements et les règles éthiques, c'est pour se garder des dangers posés par les gros poissons, si vous me permettez de dire ça, pas par les petits qui se lancent dans l'aventure et qui participent à tout ça. Alors, très vite, qu'est-ce qu'on va voir? Définition de l'intelligence. Ça, moi, je ne sais pas trop. Dans l'intelligence, il y a une notion de savoir trouver, de savoir résoudre des problèmes. Il y a une notion de savoir s'adapter à un nouvel environnement. Il y a aussi une notion d'apprendre par rapport à des nouvelles informations, de tirer des conclusions. Après, ça peut prendre des formes très variées. Ça peut être des questions de déduction ou des questions d'inférence. Ça peut être d'induction, je veux dire. Ça peut être de l'intelligence par déduction par analogie. Il y a quelques années, Douglas Hofstadter, qui était l'un des grands vulgarisateurs de l'intelligence artificielle, a publié avec un Français qui doit s'appeler Sandier, un ouvrage qui s'appelle L'analogie cœur de l'intelligence, ou quelque chose comme ça. Et bref, il y a encore beaucoup à dire sur ce que c'est et ce qu'on appelle l'intelligence. Et ça dépend énormément du contexte, on va dire aussi, de la même façon que vous, si on vous met là comme ça, dans le désert, dans le Sahara, je pense que vous aurez l'air complètement pas intelligent du tout par rapport au Touareg qui a des millénaires d'apprentissage au compteur pour savoir comment se débrouiller dans le désert, de la même façon que première fois réciproquement que j'ai eu à piloter par SMS un artiste Touareg pour lui donner façon de se repérer dans Paris et trouver la bonne adresse, il n'avait pas l'air spécialement intelligent, le collègue. Il y a vraiment une question de contexte qui peut faire. L'intelligence, c'est pas intrinsèque, si on veut, c'est vraiment une notion par rapport aux problèmes, par rapport aux situations. Évolution de l'humanité. Oui, alors sur cette question-là, humain ou humain techno, oui, il y a un risque et il y a une partie qui est ce que nous déciderons vraiment. Et par exemple, pour ce qui est des rapports médicaux, tout le débat sur est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer votre médecin, est-ce que vous allez encore avoir un médecin en face de vous, là il faut être très clair. C'est nous décider que le diagnostic est à rendre d'un humain par un humain et que si le logiciel s'est planté, c'est l'humain qui sera responsable et si le logiciel marche bien, c'est l'humain qu'on va féliciter pour s'être équipé du bon logiciel et l'avoir utilisé avec rigueur et ainsi de suite. De la même façon que dans la justice, il faudra encore que ce soit des humains qui jugent des humains, même si le logiciel fait une suggestion et tout ça. Attention, il y a déjà des pratiques dans certains États américains où pour décider de si le prisonnier, on va le mettre en liberté conditionnelle, on argumente, les avocats argumentent à coup de statistiques et de logiciels qui disent qu'il a tant de chances de récidive en fonction de ce qu'il a fait ou pas. Et ils argumenteront qu'au niveau de la politique publique, ça fait sens. Sauf que c'est comme nier le libre arbitre ou la possibilité de rédemption de l'individu. Écraser l'individu par la statistique, c'est un risque aussi qui est non négligeable. Et donc il faut être très attentif à ça et savoir ce qu'on veut.
capacité d'apprendre à apprendre dans l'intelligence, c'est un des éléments, mais je pense que c'est trop restrictif comme définition de l'intelligence, et côtoyer aussi un certain nombre de scientifiques de très haute volée qui étaient visiblement très intelligents mais incapables d'enseigner quoi que ce soit. C'est multiforme, l'intelligence, et qui ont fait avancer la science de façon très importante aussi. Il y a la question du secret médical, dossier médical partagé. Alors, la France a travaillé sur un grand plan de données, c'est encore en cours de réflexion, de travail. Ça avance bien pour le coup, en tout cas beaucoup mieux maintenant que c'est avancé pendant de nombreuses années auparavant. Et l'enjeu, effectivement, il est de mettre en place la bonne transmission de données, les bons flux de données pour que les personnes qui comptent les aient, les médecins, mais pas les employeurs, des choses comme ça, et pour qu'on puisse partager, pour qu'une équipe de recherche qui travaille sur une nouvelle thérapie puisse avoir accès aux données de tel et tel patient, avec la notion de consentement éclairé. Mais le truc, c'est le grand... Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire à partir de là. Il y a des thérapies, il y a des médicaments qui ont été découverts uniquement par croisement de statistiques, qu'on a remarqué que telle association, par exemple invraisemblable, donne de bons résultats. Personne n'est capable d'expliquer pourquoi, mais ça marche. C'est bienvenue dans le monde de la médecine. Et en revanche, quand il s'agit de croiser les données, ça peut être extrêmement complexe. Vous avez des trucs qui ont été conçus sans but précis, des bases ou qui sont détournés de leur usage. Par exemple, la plus grande base de données médicale en France, c'est le SNIRAM, la base de données des remboursements médicaux de la sécurité sociale, et qui vous dit que tel patient s'est fait rembourser tel et tel truc et tout ça, vous savez quel médicament il ou elle a pris, mais vous ne savez pas après si le patient est mort ou s'il a continué à vivre. Ce sont quand même des implications pour déterminer l'efficacité du médicament. Donc il y a besoin de le croiser avec d'autres bases de données qui, elles, vont être des registres de naissance et de décès. Mais aussi, le patient qui a consulté tel médecin, à un moment, il a été hospitalisé. Vous avez besoin de mettre en communication les données qui viennent de l'hôpital et celles qui viennent de la médecine de ville. Et puis peut-être aussi qu'il y a un contexte, peut-être qu'il habite à un endroit où il y a un risque sanitaire particulier. Peut-être que sa catégorie socio-professionnelle va aussi vous donner des informations. Dans certains cas, l'origine ethnique a une incidence non négligeable. Selon votre patrimoine génétique, vous allez être plus ou moins résistant ou vulnérable à tel cancer. Alors comment vous faites dans un pays qui a, pour des raisons historiques évidentes, interdit tout fichage ethnique pour prendre ça en compte? Et vous avez des médecins qui disent c'est complètement dépassé, on veut savoir quelle est l'origine du patient pour pouvoir mieux le soigner. On est sur des débats qui sont très délicats. Et les aspects éthiques, les aspects légaux, les aspects techniques sont tous importants là-dedans. Alors le gouvernement est en train de travailler sur une solution où tout ça a été pris en compte. Le ministère de la Santé s'en est saisi. Une mission qui a été faite par une jeune femme très brillante sur ces données, sur cette question de données, et que j'ai suivi du début à la fin aussi, et dont on espère bien que ça va déboucher sur quelque chose qui sera enfin à la hauteur. Peut-être qu'il reste les questions sur la spiritualité, le rôle du Vatican ou d'autres instances, on va dire, qui sont prescriptives ou indicatives sur des questions de pratique, sur des questions religieuses, sur des questions spirituelles, sur des questions éthiques. Je pense que ici, l'intelligence artificielle, ce qu'il faut garder en tête, c'est à quel point c'est polymorphe. Et dans les discussions qu'on avait au Vatican, on abordait aussi les questions d'efficacité économique, les questions les questions culturelles, comment on en parle, comment on le met sur la table, comment ça va changer les choses. Parce que on ne peut pas juste cantonner, dire il y a l'éthique d'un côté, et puis le reste, c'est quelque chose qui vit sa vie. Il faut prendre l'éthique en compte dans tous les aspects et
travailler à la fois sur la question économique et sur la question écologique, sur la question droit du travailleur et sur la question compétitivité internationale. Et se poser aussi les questions telles qu'on les a posées. C'est quoi la place des humains par rapport à ça? C'est quoi nos relations les uns envers les autres? Mais aussi comment on va utiliser la technologie pour tâcher de construire un avenir meilleur. Et là, ce sont toutes sortes de sujets sur lesquels le Vatican et d'autres ont beaucoup à dire. Vous savez que bien sûr, vous savez que le texte de l'encyclique sur l'environnement, celle qui parle de... Comment elle s'appelle cette voilà. C'est un des textes les plus lus sur l'environnement tout court. Et on aurait pu... C'est un texte qui comprend tout. Il y a l'éthique, mais aussi tous les sujets sont abordés, y compris les problèmes de coopération internationale, les problèmes politiques. C'est un exemple dans lequel, c'est très bien argumenté aussi, il ne faut surtout pas croire que les problèmes sociaux peuvent se séparer des problèmes environnementaux. Ils sont liés, ils sont intrinsèques. Et quand on aborde ces sujets-là, il faut les prendre de façon holistique, de façon complète. Tout est intégré. Et le monde a besoin pour ça aussi bien de la voix de la Silicon Valley, de la voix du Vatican, de la voix du CNRS, de la voix des politiques, avec des repères dans lesquels les uns et les autres pourront se retrouver plus facilement et dans lesquels on ne cherche surtout pas à cloisonner les uns et les autres. Voilà, je crois que j'ai répondu à peu près à tout et qu'on a passé un moment intense d'échange, et c'est un sujet qui a vocation à se renouveler. J'avais proposé aussi, bien sûr, une mise en contact avec le frère Éric Salobir que j'évoquais tout à l'heure, que ça serait vraiment très bien si on pouvait monter une rencontre qui continue à bien montrer que les questions religieuses, les questions de spiritualité ne doivent surtout pas être déconnectées des questions de technologie, des questions d'innovation. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc, cher Cédric, je voudrais ça vous remercier. Et je dois dire que ce soir, notre intelligence artificielle, mais bien sûr, on a été bizarrée par vos propos, aussi par la qualité des questions qui ont été posées. On avait bien resitué le contexte et les enjeux de toutes ces questions, notamment par le contexte international, les aspects environnementaux dont on vient de parler, les questions de formation qui sont liées à tout cela, bien sûr, les dangers aussi auxquels il faut faire attention. Vous avez notamment cité le big data et les menaces contre la démocratie, l'organisation de débats publics, mais voilà, nous sommes au cœur. Et donc, je retiens aussi une chose de tout cela, que finalement, n'ayons pas peur de l'artificialisation.